7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité dans le grand entretien, c'est Vincent Jeanbrun. Bonjour, vous êtes ministre chargé du logement. Est-ce que ça va enfin être intéressant de réinvestir dans le logement quand on est un investisseur privé? C'est en tout cas votre promesse ce matin. C'est plus qu'une promesse, c'est un engagement ferme. C'est l'engagement du gouvernement, si effectivement les parlementaires nous donnent un budget cette semaine. Et c'est surtout l'engagement qui a été pris par ce que j'appelle l'équipe de France du logement, c'est-à-dire le gouvernement, l'ensemble des professionnels du secteur, de la construction jusqu'aux agents immobiliers, en passant par le logement social. Et c'est tous ensemble qu'on a signé autour du Premier ministre vendredi dernier un pacte de relance pour le logement avec des objectifs chiffrés, extrêmement clairs. 2 millions de logements d'ici 2030. 2 millions de logements, c'est considérable, oui. Mais c'est un objectif tenable. Tout le monde s'y est engagé. Et d'ailleurs, je veillerai à ce que nous nous réunissions extrêmement régulièrement pour pouvoir avoir un comité de suivi pour que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, juste des annonces, mais bien un objectif très très concret. Donc, il faut rendre ce levier d'investissement intéressant pour les particuliers et pour les institutionnels. Pour ça, existe le statut du bailleur privé dont on a dit beaucoup de mal sur BFM Business en disant que ça ne changerait rien sur les intérêts, les loyers perçus, l'intérêt des propriétaires. C'est un nouveau dispositif que vous proposez. Comment ça va fonctionner ? Le plan logement, c'est énormément de mesures. Un choc de confiance pour que le propriétaire soit rassuré, un choc de simplification pour qu'on construise plus vite, et vous venez de le dire, un choc fiscal qui permettra aux épargnants français de dire avant, j'avais l'impression que ça rapportait plus et que c'était plus sécurisé d'avoir mon argent en épargne dans un PEA, par exemple, plutôt qu'investir dans la pierre. Et aujourd'hui, ce choc d'investissement, c'est leur dire un message très clair. Vous aurez un avantage fiscal conséquent. C'est tellement conséquent que, entre nous, c'est du jamais vu par rapport à ce qui s'est fait ces dernières années, de sorte que oui, ça va redevenir pleinement utile d'investir dans la pierre et rentable. Pourquoi c'est important ? Parce que le sujet, c'est pas tant de faire plaisir aux épargnants, c'est pas tant de faire plaisir au monde du logement que de faire en sorte que les Françaises et les Français puissent se loger à nouveau. Or, on dort pas dans un PEA, donc il faut réinvestir dans la pierre. Un chiffre tout bête, 1/4 des familles françaises dorment dans un logement qui est la propriété d'un petit épargnant qui a investi dans un logement et qui le met en location. Donc c'est considérable de remobiliser cette épargne, et c'est pour ça qu'on a mis le paquet. Pour paraphraser les professionnels de l'immobilier, jusqu'ici le monde du logement était en salle de réanimation. Là, on est en salle de réveil et on va commencer la kiné et on va se remettre debout sur les deux pieds et on va avancer bien fort. Ce choc fiscal conséquent, les investisseurs, ils vous écoutent sur BFM Business, c'est-à-dire que concrètement, vous proposez On peut y aller, dites-leur, on y va. Non mais on y va, mais on gagne combien ? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une ristourne de combien sur mes loyers pour que ça fonctionne ? C'est quoi les conditions de ressources ? C'est quoi ? L'idée, c'est de produire du logement partout, pour tous. Ça veut dire que d'abord, on est sur un dispositif qui n'est pas zoné. Vous vous souvenez, le Pinel, on était sur des zones déjà denses, etc. Oui, mais ça veut dire que si vous trouvez le modèle économique, y compris dans la ruralité, pour faire 2-3 logements, ça marche aussi. On arrête de construire tout le temps au même endroit, là où au fond, le marché était déjà saturé. Première chose. Deuxième chose, on veut du logement pour tous, ça veut dire que ce logement, il doit être abordable. Donc effectivement, les loyers à mettre en face, ils sont plafonnés à 3 niveaux, intermédiaire, social, très social. En face de ces loyers plafonnés, vous avez un avantage qui va permettre de produire un abattement. Je ne veux pas être trop technique, mais globalement, vous achetez un bien, sur la valeur du bien, vous allez pouvoir appliquer ce pourcentage. Ce pourcentage, il est à 3,5% si vous êtes sur de l'intermédiaire, un peu plus si vous êtes sur du social, encore un peu plus si vous êtes donc plus vous baissez votre loyer, plus pareil, vous gagnez en c'est plafonné, mais vous avez un plafond à 8 000, 10 000, 12 000 euros de cet avantage. Donc prenons le plafond maximum 8 000 euros. Vous avez des revenus qui arrivent grâce au loyer que vous percevez. Ces loyers, vous les minorez dans votre déclaration d'impôt avec les charges, c'est déjà le cas aujourd'hui, et vous les minorez en plus de ce plafond. Si on prend un loyer intermédiaire, on a un plafond de 8 000 euros. Imaginons qu'à la fin, il vous reste 6 000 euros. Ça vous fait 6 000 moins 8 000 d'abattement. Il vous reste encore 2 000. Et bien ces 2 000, vous pouvez les mettre en abattement sur votre revenu global, c'est-à-dire même parfois pouvoir changer de tranche d'imposition grâce à ça. Ça, c'est sur le neuf. C'est sur le neuf, et vous avez la même logique sur l'ancien, à condition effectivement de réaliser des travaux, c'est-à-dire que vous avez le prix d'acquisition, plus un pourcentage de travaux qui est pour le moment de 30%, et si vous réalisez cet achat plus 30% et que vous louez à des tarifs, comme je l'ai évoqué, intermédiaire social, très social, vous avez là aussi la possibilité de faire cet abattement. Ça veut dire que si vous calculez bien votre coût, et c'est là où il faut que l'investisseur comprenne bien son marché, c'est sûr, mais pour ça il sera accompagné par les agents immobiliers, par le secteur bancaire,
pour faire en sorte de pouvoir vraiment investir et que cela ait un impact très très fort sur son reste à charge et donc sur sa fiscalité. Sur l'ancien, vous dites, pour l'instant, de 30% du prix d'achat pour les travaux, ça paraît beaucoup aujourd'hui à certains commentateurs, notamment à cause de MaPrimeRénov' qui a été quand même beaucoup réduite. Est-ce que c'est possible? 30% du montant d'un bien, ça fait beaucoup de travaux quand même. En fait, ça dépend vraiment du prix d'achat au départ, puisque en fait, si vous achetez pas très cher, oui, 30%, vous pouvez l'atteindre très vite. D'une part. Deuxièmement, MaPrimeRénov', pardon, je m'inscris en faux totalement, on a défendu âprement le budget de MaPrimeRénov'. Et donc, pour le budget 2026, MaPrimeRénov' est consolidé, le budget est totalement mobilisé, et justement, MaPrimeRénov' a été énormément reconcentré sur la rénovation globale, c'est-à-dire la rénovation complète du logement. Avant, vous aviez beaucoup plus de petits gestes, on pouvait faire un point, l'isolation, ou le toit, ou la pompe. Là, c'est la rénovation globale qui est prioritairement financée, ce qui signifie que atteindre les 30% et être soutenu par MaPrimeRénov', c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs l'objectif qui est en cours. D'engorgement quand même des dossiers en cours et que du coup, ça allait être compliqué pour ceux qui arrivaient sur le marché. C'est pas la même chose. Il y a eu quelques difficultés les années précédentes. Aujourd'hui, on est dimensionné pour lutter contre la fraude, qui était un des problèmes. On a dimensionné le budget pour pouvoir être capable d'absorber le stock, il y a un stock important de dossiers, à peu près 80 000, et puis surtout le flux entrant. Et je vous annonce ce nouveau statut fiscal sur le neuf comme sur l'ancien, avec une MaPrimeRénov' qui sera évidemment dimensionnée pour. Donc tout ça, c'est ce qui est dans le budget, donc ça va être mis en place. Il y a après ce plan... Il nous reste quelques motions de censure, oui. Il faudra juste que les parlementaires, si ça va jusqu'où, mais bon, ça la rigueur... comme nous, ils ont envie qu'on relance le logement en France, accordent leur confiance au gouvernement jusqu'à la fin de la semaine. Le plan logement que vous lancez, c'est un autre point. Là, vous avez décidé aussi d'accélérer avec des promesses d'assouplissement réglementaire, normatif. Votre modèle, c'est Notre-Dame ou les Jeux Olympiques. Concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir derrière cet assouplissement ? Je le disais, il y a le choc d'investissement, on en a parlé, le choc de simplification et le choc de confiance. Dans le choc de simplification, il faut s'inspirer de ce qui a fonctionné. On est déjà les mieux-disants au monde en termes de normes. Et l'idée, ce n'est pas de diminuer la qualité de ce qu'on construit, mais peut-être arrêter de remettre des normes sur des normes. Donc la première des simplifications, c'est d'arrêter de rajouter de la complexité, d'une part. Et deuxièmement, s'inspirer des Jeux Olympiques en matière de logement. Donc là, c'est toutes les procédures administratives qui sont compressées. Et puis le Notre-Dame de la construction, c'est-à-dire en fait aller au plus simple dans là aussi les démarches pour les matériaux utilisés, pour les procédures, pour être dans l'efficacité du résultat et non pas dans l'anticipation. Ce que je veux dire par exemple, c'est qu'avant, il faut démontrer sur des plans que vous respectez telle norme d'isolation, c'est un peu le modèle d'aujourd'hui. Demain, c'est on a construit, on teste et on se rend compte que c'est efficace, donc tout va bien. Oui, mais l'un des premiers problèmes, c'est quand même l'accès au foncier. Donc là, ça ne change rien sur ce que vous me dites. Oui et non. D'abord parce que quand vous gagnez du temps dans la construction, vous gagnez de l'argent. Et quand vous simplifiez et qu'il y a moins d'étapes et moins de procédures, vous gagnez aussi de l'argent. Donc le produit, in fine, il sort moins cher. Et ensuite, sur le foncier, dans le plan logement, il y aura cette volonté d'accélérer de manière très très forte la reconversion de ce qu'on appelle les friches. Mais quand on dit friche, ce n'est pas une zone désertée forcément, c'est tout simplement une zone d'activité qui est en perte de vitesse, par exemple. Vous avez aux entrées de ville, partout sur notre territoire, ce qu'on a connu, vous savez, le centre commercial, vous aviez... le Casto, le Décathlon. Les zones moches. Non, mais les zones d'activité. Et aujourd'hui, à l'heure où on se fait livrer la moitié de nos produits, on peut reconvertir ces zones qui sont déjà artificialisées et en faire des véritables morceaux de ville avec des commerces, des équipements publics et du logement. Dernier point, il nous reste quelques instants. Promesse d'un rééquilibrage des rapports locatifs. Là, qu'est-ce que vous voulez faire précisément ? C'est ce que j'appelle le choc de confiance. Il ne s'agit pas simplement de rendre rentable l'investissement dans la pierre, il faut aussi que le propriétaire se dise « je ne veux pas être victime de squat, je ne veux pas être victime d'impayés à répétition ». Et donc, il faut faire en sorte que le propriétaire ait totalement confiance dans le fait qu'il pourra jouir de son bien. Pour ça, on travaille à effectivement ce rééquilibrage entre le locataire et le propriétaire. Le locataire a trop de droits aujourd'hui. C'est pas ce que je dis, mais on garantit les droits du propriétaire sur le fait de pouvoir jouir de son bien. Et je souhaite aussi qu'on garantisse les droits des locataires. Je pense notamment au fait de lutter contre les logements insalubres. Il y en a beaucoup trop dans notre pays, d'ailleurs, aussi bien dans le parc privé que social. Et par ailleurs, vous avez un problème, c'est les barrières à l'entrée dans le monde locatif. Aujourd'hui, même quand vous gagnez bien votre vie, on vous dit « Ah oui, alors, mais il faut 4 fois votre salaire, il faut que ce soit 4 fois le prix du loyer, et puis il faut des cautions, etc. » Je suis assez inspiré par le modèle canadien qui a baissé les contraintes des deux côtés. On rentre beaucoup plus facilement, il y a moins de barrières à l'entrée, les locataires trouvent plus facilement à se loger. En revanche, la contrepartie, c'est qu'on dit aux propriétaires
S'il y a un mauvais comportement du locataire, dans ce cas-là, fin de contrat. Et effectivement, la personne est mise dehors. Il y a au total 3% d'impayés et 10% des dossiers seulement de ces 3% vont aux tribunaux. Est-ce que quand on dit ça, quand on ne dit pas qu'on va simplifier les relations entre le locataire et le propriétaire, ça ne sert pas finalement à faire payer plus d'assurance alors qu'il y a très peu en fait de cas où c'est vraiment litigieux? Vous savez, il y a quand même quelques cas emblématiques. Ah mais quand ça arrive, c'est l'enfer, ça on est d'accord. Quand on parle de confiance, je pense qu'il ne s'agit pas de regarder le stock, il s'agit de regarder les symboles. Moi, j'ai été maire pendant 10 ans de ma commune de l'Haye-les-Roses. J'ai eu dans le hall de la mairie, j'ai eu dans mon bureau des retraités qui avaient pour seul complément de retraite un petit appartement et le loyer leur permettait de vivre dignement. Oui, mais les symboles, c'est de l'émotion, c'est pas de l'information. Alors oui, sauf que quand on parle de confiance, et je pense que sur BFM Business, on sait à quel point les marchés et la consommation dépendent de la confiance des consommateurs. Si on veut relancer l'envie des Français à investir dans la pierre, il faut aussi qu'on soit en capacité de leur dire « vous pourrez jouir de votre bien et vous ne serez pas spoilé par des impayés, par des squats à répétition ». Donc tout ça est un tout, mais vous avez raison de le dire, il ne s'agit pas d'être... En réalité, ça se passe bien, souvent. Dans la très grande majorité des cas, ça se passe bien. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aux Français, investissez dans la pierre. On a fait ce qu'il fallait. L'équipe de France du logement est au rendez-vous. J'espère que vous le serez aussi. Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.